Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre chapitre numéro 4 concernant la sismologie, donc en première partie. Alors, sismologie, si nous voulons une définition de la sismologie, c'est l'étude de la propagation des ondes à l'intérieur de la Terre. Et si vous voulez une définition plus générale, c'est l'étude des tremblements de terre. Donc, quand on parle de tremblements de terre, ou l'étude des tremblements de terre, on est en train de parler de sismologie. Et bien sûr, les études sismologiques font partie, comme on a dit lors du premier chapitre sur l'introduction aux sciences de la Terre, la sismologie fait partie des sciences de la Terre. Donc, ce sont les géologues en général qui vont travailler dans le domaine des tremblements de terre. Alors, donc un séisme, c'est un mouvement du sol qui est causé par l'arrivée des ondes élastiques issues d'une même source ou d'un foyer. Donc, un séisme, c'est un mouvement de roche qui est dû à l'arrivée des ondes qui sont élastiques et qui nous parviennent d'une même source. Alors, une onde, c'est quoi? Donc, on a parlé que le séisme, c'était des ondes. Alors, l'onde, c'est quoi? Alors, pour le physicien, donc, sûrement vous avez entendu parler des ondes. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation, d'un changement produisant sur son passage une variation réversible, c'est-à-dire qui se répète des propriétés physiques locales. Ou on peut utiliser une définition plus simple. L'onde est un mot que l'on utilise quand on veut causer des choses qui bougent et qui se répètent. Par exemple, lorsqu'on jette une pierre dans l'eau ou lorsqu'on est en train de voir les mouvements des vagues lorsqu'on est sur la plage. Donc ça, ces mouvements qui se répètent, c'est un mouvement, ce sont des ondes en fait. Donc ça, c'est des ondes, on voit sur l'eau par exemple. Alors, avant d'entamer proprement dit notre sujet, il faut bien savoir une chose, c'est que la surface du globe terrestre, elle est divisée en des plaques tectoniques. Je suppose qu'on a commencé à parler dès le premier chapitre de ces notions. Donc c'est la surface de la Terre, généralement on l'appelle la lithosphère, et elle est divisée en plaques tectoniques. Donc ce que vous voyez ici, délimité par des pointillés, c'est une plaque. Par exemple, vous avez ici le continent africain plus une partie de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Ça fait partie d'une même plaque, c'est la plaque africaine. Tout ça, c'est une plaque. Donc, donc la plaque eurasienne, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie, la plaque indo-australienne, donc l'Australie, l'Inde, et la plaque américaine. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des plaques. Alors, il faut savoir que les mouvements des plaques, ça date, donc les plaques sont en mouvement, comme on le sait, mais ça date de 1912, où on a commencé par établir ce qu'on a appelé la théorie des dérives des continus. Où là, cette théorie nous dit ou explique que les continents depuis que la Terre a existé sont en train de se déplacer.
Donc, il y a un déplacement des plaques tectoniques. Donc, ici, par exemple, vous avez tous les continents étaient un seul continent, puis ils ont commencé à migrer, à se déplacer. C'est une théorie qui a été émise par Wegener en 1912. Donc, cette théorie va... donc ici, vous voyez comme la Terre, comme elle était il y a des millions d'années, à l'ère primaire, et la plupart des continents formaient un seul continent qu'on appelait dans le temps la Pangée. Ça, la Pangée par la suite, et là, elle s'est disloquée pour donner d'autres continents. Alors bon, on a eu des preuves, on va parler ici d'une manière générale. Une des preuves, c'est qu'on a retrouvé des fossiles sur les deux rives, par exemple, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, entre l'Antarctique et une partie du continent indien, par exemple. Donc, et la théorie veut que ces espèces, ces organismes animaux ont vécu sur un continent, sur la terre ferme, et n'ont pas pu migrer sur l'autre continent, sinon qu'il y avait un seul continent et que par la suite il s'est disloqué. Donc là. Alors, une deuxième théorie, c'est la théorie de la tectonique des plaques. Cette théorie va conçoit que entre les plaques, soit il y a un rapprochement, une convergence, soit il y a une divergence, un écartement. Donc vous voyez ici les plaques tectoniques et les limites des plaques tectoniques en rouge, et vous avez les flèches qui nous indiquent que entre ces plaques il y a soit une convergence, soit une divergence en vert. Donc cette théorie veut que les plaques soit s'écartent, soit se rapprochent. Et tout ça aussi, on a commencé à le traiter durant les chapitres précédents. Donc ici, ça c'est un mouvement d'écartement, de divergence entre la plaque indo-australienne et la plaque africaine. Donc un bloc diagramme qui vous montre cet écartement, donc cette divergence. Lors de cette divergence, nous allons voir un océan qui va vous rappeler que lorsqu'il y a divergence, des océans apparaissent, on l'a dit. Ou lorsqu'il y a convergence, des océans disparaissent. Donc ça c'est la convergence, des océans qui disparaissent et des chaînes de montagnes qui vont naître. Donc le cycle géologique, c'est un cycle d'écartement entre plaques et de rapprochement entre d'autres plaques. Bien. Alors, quelle relation avec les séismes? Donc, on a parlé de tout ça, mais on n'a pas encore parlé de séisme. Alors, je vais commencer par, lorsqu'on comprime par exemple une roche, on essaie de la presser sur une roche. Alors, premièrement, il va pas se casser, il va résister. Si on continue, si la roche elle est plus ou moins n'est pas très résistante par rapport à notre force, on va la casser. Elle va se casser. Alors, la cassure de cette roche va émettre une énergie qui va être libérée
sous forme d'ondes sismiques. Et bien sûr, de chaleur. Donc, au niveau de la Terre, ces ondes, ces ondes, à grande échelle, vont faire trembler la Terre. D'accord? Donc, le mécanisme, il est simple. Donc, c'est un matériau qui est soumis à une force. Cette force, elle va emmagasiner une énergie potentielle au long du temps. Cette énergie va, lorsque la roche ou le matériau ne peut plus résister, cette énergie va se libérer et va se libérer sous forme d'ondes sismiques et de chaleur. C'est ce qui va donner un tremblement de terre. C'est aussi simple que ça. Donc, un séisme, c'est la rupture brutale des roches suite à l'accumulation de contraintes ou de forces ayant pour résultat, premièrement, la dispersion de l'énergie, la vibration et la propagation. Donc, c'est de la déformation. La déformation va se déplacer, va se propager. Et cette perturbation sans déplacement de la matière va s'accompagner ou va être sous forme d'onde ou de chaleur. Okay? Donc, le schéma du bilan chronologique, c'est-à-dire établi dans le temps d'un séisme, va commencer par des forces qui sont exercées sur une roche, accumulation de l'énergie, rupture de la roche en profondeur, c'est-à-dire dans le foyer, libération de l'énergie, activation de la faille, donc on va avoir une faille qui va se casser, qui va se produire, et la libération des ondes sismiques, vibration, secousse, et finalement c'est les dégâts humains et les dégâts matériels causés par ce tremblement. D'accord? Donc ça c'est le schéma, elle est plus détaillée, mais en général c'est ça. Donc l'origine des séismes provient d'une faille en profondeur, d'une force, premièrement, qui va s'accumuler au long des années, et à la fin, la roche va céder. Donc nous allons avoir la faille et les ondes, la propagation des ondes sismiques. Donc je reviens. Donc un séisme, donc pour récapituler, un séisme, il est le résultat de la vibration du sol qui est causée par le déplacement instantané, en ce moment, qui se produit lorsque les efforts créés par les mouvements des plaques, ces mouvements soit sont de nature divergente, on a une extension, soit de nature convergente, on a une compression, ou soit de nature coulissage, ou transformante, ou cisaillement. Alors, ces séismes deviennent supérieurs aux efforts résistants admissibles par les matériaux constituant les plaques. Alors, les lieux, ces mouvements deviennent supérieurs aux efforts résistants admissibles par les matériaux constituant les plaques. Ça veut dire que ces mouvements, lorsqu'ils deviennent supérieurs à la résistance des forces, alors il y a libération de l'énergie qui provoque une faille au niveau du noyau et qui va provoquer le tremblement de terre. Donc, revenons encore plus loin. Un tremblement de terre est le résultat d'un relâchement brutal, quasi instantané des forces géologiques qui se sont accumulées pendant des millions d'années. Alors, ces forces sont imposées par des déplacements des plaques tectoniques. Donc, je disais des mouvements de rapprochement ou d'écartement ou de coulissage des plaques
vous rappelez la géodynamique interne. Alors, les parois de la faille, mises en mouvement, vont frotter les unes contre les autres vers la faille, les lèvres de la faille, de sorte qu'il y a dissipation de l'énergie sous forme de chaleur qui est obtenue par frottement ou sous forme de vibration qui sont des ondes sismiques. Donc, une tremblement de terre, toujours, il est accompagné d'une dissipation d'une chaleur et d'un tremblement de terre. Donc ici, vous voyez les différentes failles. Donc, l'extension, ça c'est une faille normale. Regardez, donc, qui donne une extension qui est due à une divergence. Donc, divergence, extension, faille normale. Toujours, ces trois types de notions sont reliés. Où nous avons une faille inverse. Donc, nous avons une compression lorsqu'il y a une faille inverse. La surface qui va diminuer. Donc, c'est la convergence. Donc, ici, vous avez la divergence. Ici, vous avez la convergence. Et vous pouvez avoir une faille décrochante ou coulissage. C'est un raccourcissement et une extension en même temps. Alors, lors du déplacement de la roche le long d'une faille, l'énergie qui va être libérée se propage dans toutes les directions à partir du foyer. Donc, comment se font ces vibrations? Ils vont se faire d'une manière, se font dans toutes les directions. Donc, lorsque la faille est déclenchée, l'énergie est libérée, les ondes se propagent dans toutes les directions à partir du foyer sous la forme d'une vibration constituée d'ondes, soit des ondes de volume ou des ondes de surface. Alors les ondes de volume se propagent à l'intérieur de la Terre et les ondes de surface se propagent à la surface de la Terre. D'accord? Donc nous avons le foyer, la faille, premièrement la faille qui est déclenchée. Au niveau où il y a eu déclenchement de la faille et rupture, donc l'énergie qui est libérée, les ondes vont se propager dans toutes les directions, dans le sens d'une sphère. Alors, le point perpendiculaire situé à la verticale du foyer s'appelle l'épicentre, à la surface. Et la distance épicentrale, c'est la distance en profondeur par rapport à la station qu'on a de mesure. Donc le foyer, pour encore revenir, pour donner la définition plus exacte, le foyer ou hypocentre d'un sisme est le point où ont pris naissance les ondes sismiques, sont ici. Au niveau du foyer apparaissent des surfaces d'ondes sismiques sphériques, sous forme de sphère, qui séparent des particules déjà entrées en vibration de celles qui ne l'ont pas encore été. Donc c'est une sphère, donc sous forme sphérique. Donc on a la première qui, donc déjà ici, elle a entré en vibration, puis la seconde, la 3, la 4, et ainsi de suite. Donc, l'arrêt sismique ou rayon, qui est une ligne perpendiculaire aux surfaces d'onde, donc c'est le rayon qui est perpendiculaire. C'est l'arrêt, le ray ou rayon sismique, qui est une ligne perpendiculaire. L'épicentre et l'antipode, c'est le point du globe terrestre qui est diamétralement opposé à l'épicentre. Donc vous avez l'antipode, le foyer, le ray sismique et les surfaces des ondes sismiques.
Alors le séisme est superficiel lorsque le foyer est à faible profondeur. Il est profond si le foyer est à grande profondeur. D'accord? On peut aller jusqu'à 700 km. Alors que pour superficiel, il est de quelques kilomètres. Donc le tsunami, c'est dû à un séisme. Il va commencer par un retrait très important de la masse d'eau, puis il va être inondé, ce rivage va être inondé par des vagues de grande amplitude. Donc nous avons ce diagramme montre que le tsunami est dû à un séisme en profondeur des océans. L'intensité d'un séisme, c'est la violence du séisme. Donc il va dépendre de la quantité d'énergie stockée au niveau de la faille avant le séisme et bien sûr de la position de la faille par rapport à la surface. Donc si le foyer est proche de la surface, on va avoir plus de dégâts, de catastrophes. Donc l'intensité d'un séisme, il est défini en un lieu par rapport aux effets produits, c'est-à-dire par rapport aux effets matériels, aux dégâts par ce séisme. Ces dégâts peuvent seulement observer ou être ressentis par l'homme plutôt, ou par exemple il y a des gens qui vont ressentir ou ne pas ressentir lorsqu'ils sont en sommeil ou en réveil. La chute des objets, les fissures, donc l'intensité va mesurer les dégâts. Bien sûr, il va mesurer d'une manière indirectement l'énergie, mais il va mesurer les dégâts. Donc, par exemple, ici, nous avons l'intensité, elle est grande, l'intensité, elle est moindre, et l'intensité elle est encore moins. Donc, plus on est proche de l'épicentre, plus l'intensité elle est croissante. Donc, ici vous avez plus de dégâts et ainsi de suite. Et l'échelle qui va déterminer l'intensité, c'est l'échelle MSK. Elle est un peu simplifiée ici. Donc c'est une échelle qui part de 1 jusqu'à 12. Donc 1 commence par la secousse n'est pas ressentie, mais elle est enregistrée par les instruments. On verra les instruments qui vont enregistrer les séismes. 2, par exemple, la secousse elle est partiellement ressentie, notamment par des personnes au repos, et il est ressenti lorsqu'on est dans les étages supérieurs. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'échelle 12 où il va y avoir changement totalement de paysage, des crevasses dans le sol, des vallées qui sont barrées, des rivières, des barrages qui sont brisés, détruits, des rivières qui sont déplacées, des immeubles qui sont totalement détruits, etc. Donc là, c'est bon. Puis nous avons la magnitude. La magnitude, c'est une mesure de la taille du séisme, c'est-à-dire l'énergie proprement dite libérée lors de ce séisme. Bien sûr, il va dépendre essentiellement des dimensions de la surface de rupture du séisme et de la longueur du glissement de la faille. Donc l'intensité par contre, l'intensité qu'on a vu tout à l'heure est une estimation des effets sur la surface, des dégâts. Alors, vous avez ici par exemple une magnitude de 8. L'intensité ici, on a 7 plutôt. Ici, la magnitude, donc ici c'est la position du foyer, et là c'est la position du foyer sur cet exemple. Et nous avons l'intensité de 9. Ça veut dire qu'il y a eu plus de dégâts par rapport à là. Donc la magnitude, parfois, n'a pas de relation directe entre l'intensité. Ni c'est entre l'intensité bien sûr. Donc même si la magnitude ici elle est de 6, mais puisque le foyer il est plus proche de la
surface, il va produire plus de dégâts. Par contre, ici, la magnitude elle est élevée, mais l'intensité elle est moindre, parce que le foyer il est en profondeur par rapport à la surface. L'intensité va mesurer les dégâts à la surface, la magnitude va mesurer l'énergie au niveau de la surface de rupture de la faille. Donc ça c'est la donc l'échelle connue qui va mesurer la magnitude, c'est l'échelle Richter. Donc ici vous avez l'échelle Richter et vous avez la formule qui vous donne la mesure de la magnitude. Alors, lorsqu'on essaye de voir la répartition des séismes sur le globe terrestre, on se rend compte que la très grande majorité des séismes elle est située ou localisée sur des failles à la frontière, à la limite des plaques tectoniques. Donc, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a commencé. Les séismes vont avoir lieu sur des zones de convergence ou des zones de divergence. Les zones de convergence, ce sont les zones de collision ou de subduction entre les plaques lithosphériques, et les zones de divergence. Les zones de divergence, ce sont les zones, ce qu'on appelle les dorsales médio-océaniques. C'est-à-dire là où les plaques vont s'écarter. D'accord? Donc, regardez ici, vous avez ici les plaques lithosphériques, et ce que vous voyez ici brillant, les points en coloré, c'est les zones de séisme. Donc on voit que les plaques sont, les séismes sont répartis aux frontières des plaques. Ici, ça c'est une plaque, ça c'est une autre plaque, ça c'est une autre plaque. D'accord? Donc vous avez les limites, les plaques lithosphériques, vous avez les limites divergentes et les limites convergentes et les limites transformantes, c'est-à-dire les limites où il y a un écartement ou une convergence ou un coulissage ou d'accord. Donc vous avez par exemple la plaque africaine, vous avez la plaque indienne, donc il y a une divergence, d'accord. Donc vous avez les différentes plaques et la majorité des séismes sont ici localisés au niveau des failles frontières entre les plaques. Alors comment, donc on a parlé des séismes et on a parlé des ondes, mais maintenant on va parler de la nature de ces ondes. Comment ils se présentent, comment on peut les enregistrer, ces ondes sismiques. Eh bien, il faut dire que les ondes sismiques, ils sont de trois types. Soit ce sont des ondes, on a appelé des ondes primaires, soit ce sont des ondes secondaires, soit ce sont des ondes de surface. Alors, vous avez ici le foyer, et il va se propager sous forme d'onde, comme une vague à travers la matière. Et l'onde qui va arriver la première, c'est l'onde P. L'onde qui va arriver en second, c'est l'onde S. Et vous avez l'onde qui va se propager à la surface, ce sont les ondes de surface. C'est pour ça qu'on parle de ondes de volume, ce sont les ondes de profondeur primaire P et S, et les ondes de surface, c'est les ondes qui traversent qui se propagent à la surface de la Terre.